Un président déchu, une Assemblée nationale dissoute, un Sénat autodissous, une haute cour constitutionnelle qui déclare la vacance du pouvoir, un président qui part à l'étranger, un nouveau président qui prête serment, un Premier ministre nommé hier. Madagascar, la grande île, vient de connaître 15 jours de folie, 15 folles journées. Ces folles journées, on les décrypte ce soir dans Afro-Droit avec notre invité, le docteur Seok En Cheun. L'Alain Seok En Cheun, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous êtes l'Alain Seok En Cheun, docteur en droit, enseignant aux universités de Madagascar et conseiller juridique à Madagascar sur toutes les problématiques d'investissement internationaux. À cet égard, vous avez une parfaite maîtrise du droit des institutions et du droit constitutionnel de Madagascar, car on sait que la sécurité juridique et le cadre dans lequel sont faits les investissements sont primordiaux, notamment du point de vue du risque politique pour les investisseurs. Et vous avez accepté ce soir, en direct de Tananarive, où vous travaillez, où vous exercez, où vous avez vécu physiquement les derniers événements politico-constitutionnels. Vous avez accepté de décrypter pour Infodroit l'actualité. Alors, docteur, première question. Avant d'analyser les récents changements institutionnels survenus à Madagascar, pouvez-vous nous brosser le tableau du contexte politico-constitutionnel qui prévalait il y a encore 2 semaines sur la Grande Île? Oui, merci pour votre question. Effectivement, nous avons connu ces derniers jours des événements particuliers, mais cela trouve sa genèse dans un contexte antérieur qui se caractérisait par différents points, notamment d'abord une concentration du pouvoir et une centralisation à plusieurs titres. Notamment, on peut citer l'exemple des chefs de région qui sont prévus par la Constitution comme étant des élus au suffrage universel et qui, depuis la Constitution de 2010, n'ont jamais été élus et qui ont été nommés par le pouvoir en place. Et on peut citer d'autres éléments concernant la prise de décision au sein des ministères qui étaient donc plutôt concentrés, non dans chaque département ministériel, mais transférés au niveau de la présidence qui agissait sur plusieurs secteurs d'activité. Donc, c'est dans ce contexte-là de concentration et de centralisation de pouvoir que les contestations sont nées sur des sujets plutôt sociaux et non de gouvernance. D'accord. Donc effectivement, apparemment, donc un pouvoir, si je comprends bien, extrêmement concentré, en contradiction d'ailleurs avec, peut-être, d'après ce que vous dites, prévoyait la constitution de la 4e République de 2010, notamment pour les gouverneurs locaux, si je comprends bien. Et en fait, un pouvoir présidentiel qui avait vidé de sa substance les départements, de leur substance, pardon, les départements ministériels. Et donc, à la concentration au niveau du centre de l'État, s'ajoutait également une hyper-présidence qui, quelque part, sclérosait l'exercice du pouvoir. Alors, avant de voir comment ça s'est traduit, justement pour savoir comment tout ça s'est traduit dans les faits et comment on en est arrivé à cette situation, est-ce que vous pouvez reprendre très rapidement une brève chronologie des derniers événements institutionnels qui ont eu lieu à Madagascar, afin qu'on sache aujourd'hui où on en est arrivé? Oui. Alors, si on reprend la chronologie avant la date du 25 septembre, qui était donc la date de début des manifestations, il y a eu un premier acte qui a été le fait de quelques conseillers municipaux de la ville d'Antananarive qui voulaient alerter sur la situation de l'eau et de l'électricité dans la ville. Donc, ils ont commencé par au niveau du Sénat et ils ont été refoulés et par la suite ils ont été arrêtés
pour des motifs qui nous semblent encore obscurs actuellement. Et c'est dans la foulée de cette arrestation que une mobilisation a été initiée par ce qu'on appelle la Gen Z actuellement, la génération Z, qui a appelé donc à la manifestation. Euh, Cette manifestation, bon, sur les faits, on va pas revenir dessus. Il y a eu des pillages par la suite dans la nuit. Là, il y a des questions d'intervention ou de non-intervention des forces de l'ordre. Mais au niveau institutionnel, on a eu une réponse de l'État quand les manifestations se sont fait de plus en plus importantes. On a eu une réponse à travers, premièrement, le limogeage du ministre de l'Énergie, suivi par la dissolution du gouvernement. Dans la foulée, oui, Justement, il y a eu cette réponse en fait une fin de non-recevoir institutionnelle opposée aux manifestants. Mais alors concrètement, comment, j'allais dire, la présidence de l'ancien président, de M. Andry Rajoelina, s'est effondrée en fait. Quels ont été les vecteurs institutionnels de cet effondrement? Très concrètement, il y a eu une déchéance votée par le Parlement, il y a eu une déclaration de vacance du pouvoir reconnue par la Haute Cour constitutionnelle. Quels ont été le rôle de ces deux institutions? oui. Alors, il y a plusieurs aspects qui sont prévus par la Constitution. Il y a, on va dire, des routes de secours quand il y a un problème institutionnel. Ce qui est prévu par la Constitution, c'est que quand le président est dans l'incapacité ou est déchu de ses fonctions, c'est le président du Sénat qui prend le relais. Mais dans le même temps, il y a eu une contestation forte par rapport au président du Sénat qui était en place et le Sénat a lui-même fait en sorte que ce président de Sénat-là soit destitué de ses fonctions. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Assemblée nationale a appelé un vote, a appelé une session spéciale, extraordinaire, pour voter la déchéance du président. Bon. Et dans le même temps, le président, lui, a dissous l'Assemblée nationale pour que ce vote ne puisse pas avoir lieu. Le président Et sortant. le Le président président sortant. sortant qui a pris la fuite. Oui, donc on était dans une situation de blocage où l'un et l'autre anéantissaient en quelque sorte le pouvoir constitutionnel qui était prévu dans le texte de 2010. Mais alors Et c'est aujourd'hui, dans oui, justement, aujourd'hui, il y a une vacance du pouvoir donc, qui a été constatée. Mais aujourd'hui, on est toujours sous l'empire de la Constitution de la 4ème République? Ou est-ce qu'on a quitté cette Constitution? Est-ce qu'on est entré dans un régime de transition? oui. Alors la Constitution de la 4ème République a été, à la prise du pouvoir du président actuel, suspendue selon ces termes. Et puis, dans la foulée, la Haute Cour constitutionnelle l'a invité à prendre le pouvoir, mais en constatant la continuité des institutions prévues par la 4ème République. D'accord. Donc, D'accord. Donc on dans est les toujours faits, sous le régime de la 4ème. on est toujours dans le régime de la 4ème République, mais avec la précision que nous sommes hors du schéma prévu par la Constitution, parce que la Constitution prévoit donc l'autorité du président, à défaut l'autorité du président du Sénat, et à défaut l'autorité du gouvernement collégialement. Et la HCC, dans sa décision, a constaté que aucune de ces entités-là n'était en capacité d'exercer le pouvoir, et c'est pour cela qu'il a invité le président actuel à exercer ce pouvoir de chef d'État. Alors, on est peut-être effectivement sorti des cadres de la Constitution de la 4ème République pour remettre sur les rails la Constitution à la suite, les institutions à la suite du départ du président Rajoelina. D'accord. Mais aujourd'hui, je crois qu'hier, le nouveau président malgache a nommé un Premier ministre en s'appuyant sur l'article 54 de la Constitution. Donc, on revient peut-être dans le lit du fleuve constitutionnel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur le fonctionnement de l'État, pour le moment, tout le monde s'appuie encore sur les dispositions constitutionnelles. La seule entorse actuelle est vraiment le fait d'avoir invité quelqu'un qui n'était pas membre d'une institution prévue par la Constitution à exercer le pouvoir. Et qui était effectivement chef de corps du fameux CAPSAT,
ce qui a pu prêter à certains commentaires. Mais de toute façon, effectivement, il y a une volonté de se réinscrire très vite dans le schéma institutionnel, sans suspension, j'allais dire, de l'état de droit, sans suspension des institutions. Alors, on évoque beaucoup la convocation d'assises nationales en vue justement de réfléchir à une nouvelle constitution. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce point? C'est quoi ces assises nationales et à quelle constitution réfléchirait-elle en fait? Alors, pour le moment, nous sommes encore dans un vide. On n'a pas encore de communication officielle sur ces assises-là. Cette réflexion sur les assises résulte surtout de la demande des manifestants qui veulent une refondation complète de la République pour mettre en place des institutions et un mode de fonctionnement qui correspond aux attentes de la population. Donc, peut-être plus une décentralisation beaucoup plus effective et une redevabilité des dirigeants. Mais pour le moment, la tenue, les dates, les modalités, toutes ces questions-là restent encore en suspens à ce jour. D'accord. Alors c'est intéressant, merci beaucoup. Justement, vous avez évoqué deux points. Vous parlez donc d'une décentralisation. Alors, est-ce que vous pensez que Madagascar pourrait aller jusqu'au fédéralisme, le cas échéant? Est-ce que ça, c'est un sujet qui est sur la table? On sait que, historiquement, il y a toujours cette dualité entre les côtes et les hauts plateaux. Est-ce qu'aujourd'hui, la question du fédéralisme se pose? Alors, le débat est ouvert, la question est posée sur la table. Il y a les partisans de cette solution-là qui avancent le fait que avoir des responsables un peu plus proches des citoyens permettrait une redevabilité plus forte. Mais pour le moment, il n'y a pas de ligne qui se démarque vraiment dans le débat sur la forme que prendrait l'État lorsque on arrivera à une cinquième République. Ça n'est pas tranché, même si la question se pose. Et puis, toujours par rapport à la redevabilité, mais cette fois d'une façon différente, est-ce que l'autorité judiciaire, est-ce qu'il y a une attente de la population malgache sur le rôle que pourrait jouer en toute indépendance et impartialité l'autorité judiciaire, notamment à l'occasion des actions qui pourraient être engagées contre les proches de l'ancien président qui a pris la fuite pour des faits d'abus de pouvoir ou de kleptocratie caractérisés? Effectivement, il y a un appel récurrent lors des manifestations et même actuellement sur les réseaux qui invite donc les autorités à prendre leurs responsabilités pour essayer de voir ce qu'il en est vraiment des actions qui ont été faites. Et nous avons déjà vu que des perquisitions ont commencé à être menées au sein des membres du parti de l'ancien président. Mais pour le moment, il n'y a pas, à ma connaissance, de procédure de mise en accusation qui ait été formellement introduite. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup, Dr Chuck Henchen, pour cette présentation, ce débriefing. Je pense qu'il y aura matière à consacrer une deuxième émission d'Afro-Droit à la situation à Madagascar. En tout cas, on a bien noté, grâce à vos propos, que Madagascar est en train de prendre un second souffle institutionnel et on s'en réjouit ici à Afro-Droit. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.